bienvenue dans ce cours sur la connaissance de soi. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial, les drogues et l'alcool. Cette conférence est particulièrement importante car elle met en lumière l'urgence d'éliminer ces deux défauts de notre psychologie. Pourquoi? Parce que tant qu'ils restent en nous, ils bloquent tout véritable progrès dans notre travail intérieur. Il est essentiel de comprendre que, d'une manière ou d'une autre, nous portons tous ces défauts. Nous les avons tous nourris, consciemment ou inconsciemment. Pourtant, bien souvent, nous pensons que seuls ceux qui ont des dépendances visibles ont un problème avec les drogues ou l'alcool. Mais aujourd'hui, nous allons regarder plus en profondeur. Nous allons examiner comment, si nous ne faisons pas attention aux comportements subtils et aux choix qui alimentent ces tendances, nous risquons de sombrer progressivement dedans, vie après vie. Un autre objectif essentiel de cette conférence est de nous aider à comprendre que, en réfléchissant à ces défauts et en les éliminant en nous-mêmes, nous devenons réellement capables d'aider les autres qui en souffrent. La véritable aide commence par la compréhension de soi. Enfin, nous verrons que, peu importe jusqu'à quel point quelqu'un est tombé dans les drogues ou l'alcool, il existe toujours une issue, et aujourd'hui, nous allons explorer comment ce chemin de régénération commence. Commençons par parler de l'alcoolisme. Pour vraiment comprendre ce sujet, nous devons l'aborder de manière objective et voir l'alcoolisme tel qu'il est réellement, un démon très puissant, mais aussi très subtil. Il nous attire lentement, parfois même agréablement au début, jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle sur nous, nous domine et nous soumette à sa volonté. Dans cette session, nous allons étudier et comprendre les devises de cette entité psychologique, ses principales caractéristiques, ainsi que les conséquences physiques, psychologiques et spirituelles qu'elle engendre dans nos vies. Nous devons comprendre que toutes les formes de dépendance aux drogues et à l'alcool, que ce soit sur cette planète ou en chacun de nous, sont animées par un défaut, une force, ou une concentration d'énergie négative si puissante, qu'en vérité, c'est un démon. Ce démon est connu sous le nom d'Algol. Algol est considéré comme l'un des 10 démons les plus maléfiques de la Terre. Il représente la tête tranchée de Méduse, coupée par Persée. Algol a mérité son titre en remportant un concours entre les principaux démons de la planète, un concours visant à voir lequel d'entre eux pouvait causer le plus de dégénérescence chez la race humaine. Et cette force terrifiante est directement liée à quelque chose qui nous semble si ordinaire aujourd'hui, l'alcool. Pourtant, l'alcool est l'un des moyens les plus rapides pour abaisser notre niveau de conscience, et il a été utilisé depuis des millénaires comme un outil pour maintenir l'humanité endormie, piégée dans un état de conscience inférieure. Les tyrans et dictateurs de toutes les époques le savent. Ils comprennent qu'il est bien plus facile de contrôler, et d'asservir, une nation d'ivrognes qu'une nation aux esprits lucides. Alors maintenant, examinons les devises et les caractéristiques qui définissent ce démon, et comment elles se manifestent dans nos vies lorsque nous nous laissons emporter par ce défaut. La première devise de ce démon est « Je suis le maître de la planète ». Et il est facile de constater que l'alcoolisme est l'une des principales causes des accidents et des crimes les plus odieux à travers le monde. Pourtant, en même temps, l'alcool est librement disponible partout. Absolument tous, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvons fréquemment dans des situations qui nous invitent à boire. L'alcool est présent lors des réunions sociales, des réunions d'affaires, des anniversaires, des repas, et en général, chaque fois que nous pensons à nous détendre, à nous amuser ou à nous déconnecter. On voit donc comment ce démon a lentement et subtilement pris le contrôle de la planète. À ce stade, il est rare de rencontrer quelqu'un qui ne boit pas du tout, même un peu. Et même les jeunes, voire les enfants, sont exposés à la tentation de l'alcool et des drogues de plus en plus tôt. Une autre de ces devises est « Je suis le voleur des atomes solaires ». Cela vient du fait que l'alcool comme les drogues pourrissent notre énergie créatrice sexuelle, transformant ces atomes solaires en atomes lunaires involutifs. Et cela rend tout progrès réel dans le travail intérieur absolument impossible. Une autre devise, « Je suis le père de la corruption et du malheur ». Et cela est totalement vrai. Tout sens de l'éthique ou de la moralité s'affaiblit et se déforme après quelques verres. Nous savons aussi que la première cause des accidents de la route est la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. Encore une devise, « Je suis le père de la dégénérescence et du vice ». Et celle-ci révèle quelque chose de très subtil, un piège courant, l'illusion de contrôle.
Nous croyons souvent que ceux qui tombent dans la dépendance sont faibles, mais que nous ne le sommes pas. Alors nous nous permettons de consommer un peu, puis un peu plus. Petit à petit, nous commençons à aimer ça, et sans nous en rendre compte, nous intégrons l'alcool de plus en plus dans notre vie. Et comme le processus est si progressif, nous ne remarquons souvent pas que nous buvons trop souvent, jusqu'à ce que cela nous semble complètement normal. Mais que se passe-t-il alors? Comme nous l'avons vu dans d'autres conférences, nous vivons de nombreuses vies en tant qu'êtres humains. Et chaque fois que notre corps physique meurt, nos défauts psychologiques, qui ont emprisonné 97% de notre essence, ne meurent pas. Ils reviennent avec nous dans la prochaine vie, pour s'exprimer à nouveau, pour continuer à se renforcer, et à nous asservir encore plus. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et éliminer ces défauts, peu importe la quantité que nous consommons. Peu importe si nous pensons pouvoir contrôler. Quand il s'agit d'alcool et de drogue, il ne peut y avoir aucun compromis, aucune négociation. Nous devons les éliminer complètement et radicalement. Une autre de ces devises est « Je suis le destructeur des foyers ». Et malheureusement, c'est quelque chose que nous voyons bien trop souvent. La violence domestique est souvent alimentée par la consommation d'alcool ou de drogue. Ce défaut fait ressortir les parties les plus cruelles de la personne, capable de blesser, voire de tuer, ceux-là même qu'elle prétend aimer le plus. Il est essentiel de réfléchir aux conséquences de ce défaut, pour que nous puissions voir clairement qu'il est vraiment à l'origine de la misère et de la ruine. Comme le dit une autre de ses devises, il empoisonne notre raison, jusqu'à ce qu'il finisse par nous détruire. Examinons maintenant certaines caractéristiques de ce démon. L'une d'elles est qu'il lubrifie la roue du samsara. Comme je l'ai expliqué précédemment, lorsque nous avons créé ces défauts, nous avons généré une récurrence. Et à chaque existence, à un âge donné, ou parfois même plus tôt, le défaut se manifeste de nouveau. Chaque fois que nous cédons au désir de consommer, le défaut devient plus fort. À chaque fois, il nous domine davantage, nous assujettit plus encore, et nous détruit plus vite. Il nous pousse vers une mort plus précoce. Si nous considérons que nous avons au maximum 108 existences humaines pour atteindre la réalisation de soi dans un cycle, et que nous n'éliminons pas ce défaut, que se passe-t-il? Si, dans une existence, nous mourons à cause de lui à 50 ans, alors dans la vie suivante, nous devenons dépendants encore plus tôt. Nous consommons davantage, et nous n'atteignons même plus 50 ans, peut-être mourrons-nous à 40 ans. Puis dans la vie suivante, à 35 ans. Ainsi, existence après existence, nos vies raccourcissent, et notre opportunité d'éveiller la conscience s'amenuise toujours plus vite. Une autre caractéristique est qu'il s'insinue partout, toujours tentant. Nous devons commencer à observer et prendre conscience que l'alcool est absolument partout. Même lors d'une fête pour enfants, il y a de l'alcool pour les adultes. Cela envoie aux enfants le message, dès le plus jeune âge, que boire est normal, voire désirable, quelque chose qu'ils devraient attendre avec impatience en grandissant. Si nous réfléchissons à notre propre expérience, nous verrons que la curiosité d'essayer l'alcool a été semée tôt, simplement en regardant les adultes boire et s'amuser, sans conscience des conséquences. Mais l'alcool ne se manifeste pas seulement sous des formes vulgaires ou évidentes. Il peut aussi se déguiser en quelque chose de raffiné et diplomatique. Nous pouvons nous sentir sophistiqués en buvant des liqueurs coûteuses, en savourant un bon vin, ou en goûtant un whisky fin. Mais en vérité, ce n'est que le démon qui s'habille d'élégance, prétendant être désirable, essayant de nous faire croire que nous avons besoin de lui pour être complets. Une autre caractéristique très intéressante est qu'il semble posséder le pouvoir d'ubiquité. Il est partout. Peu importe le pays, la culture, la classe sociale, l'âge ou la race, l'alcool est présent. Il est à la table, au bar, au cinéma, à la télévision, dans les chansons que nous écoutons, et dans toutes sortes de célébrations ou événements. Et tout cela contribue à son pouvoir, à sa domination sur l'humanité. Examinons maintenant les conséquences que le défaut de l'alcoolisme nous apporte. Au-delà des dommages physiques et psychologiques déjà bien connus, comment il détruit le foie, l'ésophage et le pancréas, comment il nuit aux organes sexuels et provoque impuissance, malformation congénitale et perte de concentration, nous devons nous concentrer sur les conséquences spirituelles, car elles sont beaucoup moins familières. D'abord, l'alcoolisme tue les possibilités d'être. La réalisation de soi est notre véritable but dans cette vie,
pourtant elle devient totalement impossible si nous n'éliminons pas ce défaut. L'alcool empêche un réel progrès dans le travail intérieur, car il bloque notre pratique des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Puisque l'alcool corrompt notre énergie sexuelle, il réveille des défauts que nous avions déjà affaiblis. Chaque fois que nous buvons, nous perdons du terrain dans la mort psychologique. Parce que cette même énergie est endommagée, la chasteté devient inaccessible. Pire encore, boire ouvre la porte à nos désirs les plus lourds. Une personne sous influence est beaucoup plus sujette à la fornication, à l'adultère, à la promiscuité, voire aux orgies ou pratiques qu'elle n'accepterait jamais en étant sobre. L'alcool émousse les sens et relâche la morale. À l'état d'ivresse, nous sommes vulnérables à toute suggestion, facilement influencés par des forces extérieures. Ce défaut vole notre force intérieure. Il nous dérobe la volonté révolutionnaire nécessaire pour nier nos désirs inférieurs. Sous son influence, nous tombons dans la mauvaise volonté, cédant à chaque tentation. Il stimule aussi la fantaisie. Le buveur cesse de voir la vie objectivement. Il ignore les conséquences de ses actes et cherche le plaisir momentané, aveugle à la manière dont cela ruine et raccourcit sa vie et ferme sa chance de croissance spirituelle. L'alcoolisme engendre irresponsabilité et non-respect. Il affaiblit notre sens éthique, détruit notre côté humain, et nous entraîne vers un comportement animal. Pour retrouver la sensibilité, et pour contrôler notre propre esprit et nos émotions, nous devons nous purifier et travailler profondément sur notre être. Rappelez-vous, le plaisir porte toujours la douleur à sa suite. Si nous n'apprenons pas à nous nier les plaisirs fugaces que l'alcool offre, nous ferons inévitablement face à la douleur de ses conséquences physiques, mentales et spirituelles. Il y a des avertissements importants à garder à l'esprit. Le premier est que nous devons être radicaux. Nous ne pouvons pas nous tromper en pensant que nous pouvons arrêter petit à petit. Que nous allons juste réduire la quantité. Ou boire seulement à des occasions spéciales. Parce que ce démon est traître. Et quand on s'y attend le moins, il nous poignarde dans le dos, et nous tombons encore plus bas qu'avant. Autre chose qui est absolument essentielle. Si nous partageons cette connaissance avec les autres, alors nous portons une grande responsabilité. Nous devons montrer l'exemple à ceux qui écoutent nos paroles. Nous ne pouvons pas parler de transformation tout en continuant à renforcer ce défaut. Avec ce démon, il ne peut y avoir aucun compromis, aucune négociation, aucun « juste un peu ». Donc, pour éliminer ce défaut, nous devons être fermes. Nous devons être radicaux. Pas une seule goutte de plus. Maintenant, parlons brièvement des drogues. Puis, nous expliquerons les étapes concrètes nécessaires pour éliminer ces 2 défauts, l'alcool et les drogues, de manière radicale. Le fléau des drogues est encore plus fort que l'alcoolisme. Parce qu'il génère un plaisir beaucoup plus intense. Ses conséquences sont aussi bien plus dévastatrices, et elles se manifestent plus tôt. Les gens deviennent accros plus facilement, et quand ils décident enfin d'arrêter, ils se sentent souvent complètement impuissants face à ce défaut. Ils essaient encore et encore. Et retombent encore et encore. Et à chaque rechute, le sentiment de faiblesse s'enfonce davantage. La croyance qu'ils ne peuvent tout simplement pas gagner. Mais il faut bien comprendre une chose. Il est possible de vaincre la dépendance aux drogues. Peu importe à quel point nous sommes tombés. Peu importe depuis combien de temps nous sommes piégés. La clé réside dans la compréhension de ce que l'on appelle le dédoublement psychologique. Il est important de comprendre qu'il y a 2 hommes en nous, l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur est cette façon égotique d'être, avec ses nombreuses attitudes et réactions, par laquelle nous nous exprimons habituellement dans ce monde extérieur. Mais en vérité, ce n'est rien de plus qu'une marionnette, animée par des fils invisibles, qui sont nos défauts psychologiques. L'homme extérieur représente notre faiblesse. C'est celui qui se sent toujours non apprécié, qui s'apitoie sur lui-même, qui se croit supérieur, et qui se sent impuissant face à ce défaut ou à un autre. Nous croyons à tort que cet homme extérieur est tout ce que nous sommes. Mais le dédoublement psychologique nous révèle la réalité de l'homme intérieur. L'homme intérieur est notre véritable être. Il est gouverné par des lois très différentes, et ne pourrait jamais être réduit à un robot contrôlé par des défauts psychologiques.
Quand nous réussissons à découvrir et reconnaître en nous cet homme intérieur guerrier, cette source de force, de sagesse et d'amour qui réside dans la conscience de chacun d'entre nous, nous commençons à vivre guidés par les principes fondamentaux qui se trouvent profondément en notre être. Pour notre être, éliminer le défaut de la drogue ou de l'alcool n'est pas difficile. Notre être comprend que ces défauts ont piégé une grande partie de notre conscience et sagesse, et que les affronter, et les éliminer, apporte une grande force et motivation pour le travail intérieur. En niant le désir, et en imposant la volonté de la conscience sur la volonté du défaut, nous sauvons la force que nous utilisions pour nourrir ce défaut. Ce faisant, nous récupérons le feu et l'esprit qui étaient autrefois liés au défaut, mais qui désormais travailleront en faveur de la conscience et de la libération de notre essence intérieure. Et toute la compréhension et sagesse que nous retrouvons nous aidera à aider les autres à sortir de ce même esclavage. Chaque défaut que nous comprenons et éliminons nous donne une sagesse qui nous est propre, une connaissance de soi. Et celui qui a éliminé ces défauts est mieux équipé pour guider les autres à s'en libérer. Si nous ne reconnaissons pas cette partie divine, supérieure, en nous, il sera difficile de confronter ces défauts ou d'autres. Nous nous sentirons faibles, incapables. Pour que cet homme intérieur, qui vit en chacun de nous, commence à s'exprimer, nous devons d'abord reconnaître notre propre néant et misère intérieure. Cette reconnaissance vient quand nous avons le courage de revoir notre vie, de regarder honnêtement nos erreurs, et de les affronter. Nous devons aussi développer une foi consciente, ce type de foi qui vient de la pratique et de l'expérience directe de cette connaissance. Découvrir et expérimenter une vraie connexion avec notre être, avec cette partie supérieure en nous, nous permet de distinguer une véritable expérience spirituelle supérieure de ce qui arrive quand une personne prend des drogues. Parce que lorsque quelqu'un prend des drogues, il entre dans un état altéré de conscience qui, bien qu'il puisse croire que c'est quelque chose de supérieur, de conscient, ne l'est pas. Il n'est jamais possible de se connecter aux parties supérieures de notre conscience dans un état d'hallucination hypnotique, ce que les drogues produisent exactement. Regardons cela. Dans les années 60, l'ère du Verseau a commencé sous la régence d'Uranus. Depuis, la vague dionysiaque vibre intensément à travers toute la nature. Nous pouvons définir Dionyso comme la transmutation volontaire de la libido sexuelle et l'extase mystique transcendantale. Cependant, il est clair que l'humanité, pour la plupart, n'a pas su se polariser positivement avec cette vague. Le pôle positif de la vague dionysiaque apporte avec lui un plaisir sexuel raffiné et spiritualisé, la transmutation volontaire de la force séminale, l'éveil de la conscience, la connaissance objective, l'intuition suprême, la musique transcendante des grands maîtres classiques, et ainsi de suite. En revanche, le pôle négatif de cette vague conduit à la dégénérescence sexuelle, toutes les formes d'infrasexualisme, l'homosexualité, le lesbianisme, et les plaisirs démoniaques vécus dans les mondes infernaux à travers les drogues, les champignons hallucinogènes, l'alcool, la musique infernale, et autres choses similaires. Maintenant que nous sommes arrivés à ce point, il devient essentiel de différencier l'ivresse dionysiaque, qui ne peut être atteinte que par une profonde méditation, et qui est précisément ce qui nous permet de vivre la vraie extase et le samadhi. Ceux-ci sont, sans aucun doute, essentiels pour expérimenter la vérité et le réel. Ce type d'exaltation est entièrement possible grâce à la pratique de la méditation. Nous devons la distinguer clairement de la psychédélie. La psychédélie est l'opposé. L'état psychédélique est l'antithèse de la méditation. C'est un état d'altération négative de la conscience, où l'on perçoit des vibrations infradimensionnelles. En d'autres termes, les expériences vécues à travers la psychédélie proviennent des dimensions inférieures, et jamais des dimensions supérieures, ni de la partie spirituelle qui réside en nous. Les mondes infernaux des drogues se trouvent à l'intérieur même de la planète, juste sous la surface de la croûte terrestre. Les champignons hallucinogènes, les pilules, le LSD, la marijuana, l'ayahuasca, le peyote et d'autres substances similaires peuvent intensifier l'activité vibratoire des facultés psychiques subjectives, mais il est clair qu'ils ne peuvent jamais mener à l'éveil de la conscience. La méditation et la psychédélie sont incompatibles, opposées et totalement antagonistes, elles ne peuvent jamais être mélangées. En plus de cela, la consommation de drogue entraîne de nombreuses conséquences terribles. Nous verrons qu'elle provoque les mêmes conséquences que l'alcoolisme, mais en plus. Concernant le corps physique, elles affectent l'appareil sexuel, provoquant chez la personne une impuissance sexuelle rapide.
Nous voyons aussi à quelle vitesse le corps physique dégénère et se détruit, car un jeune qui commence à se droguer ressemble très vite à un vieillard usé. Les drogues modifient fondamentalement les gènes sexuels, et cela a déjà été confirmé par la science. Si nous regardons le corps vital ou éthérique, le corps vital d'une personne ordinaire semble lumineux et éclatant. Chez un consommateur de drogue, cette clarté disparaît, la partie vitale se désintègre, perd son éclat, et finit par ressembler à un cadavre. Nous savons que le corps vital dynamise et répare le corps physique pendant le repos ou le sommeil. Lorsque nous perdons ce soutien vital, nous sommes logiquement au bord de la tombe. Si nous allons dans la 5e dimension, nous voyons le corps astral du toxicomane errer comme un idiot, comme un fou en délire, faisant et défaisant. Et si nous regardons à l'intérieur de ce corps astral, ce que nous appelons l'ego, les démons que nous portons en nous, ils sont en pleine fête. Pourquoi? Parce que, à travers les drogues, nous nourrissons ces éléments psychiques que nous devrions détruire. La drogue est leur nourriture. Des dommages terribles peuvent également être observés dans le corps mental. Les ondes alpha sont annihilées, ce qui rompt la connexion intrinsèque entre l'esprit et le cerveau, et la personne perd la capacité de se concentrer. Si nous examinons le cerveau d'un toxicomane, nous pouvons voir que le tissu cérébral du corps mental est complètement détruit. Et dans le corps causal, nous pouvons voir comment l'essence subit les conséquences des drogues, car la conscience apparaît obscurcie, comme un ivrogne cherchant où tomber. Ici, nous pouvons voir non seulement les dégâts tridimensionnels, mais aussi les dommages internes que les drogues causent à une personne qui s'y adonne. C'est grave. Puisque nous avons largement vu les caractéristiques, et les conséquences, de ces deux défauts. Voyons maintenant comment nous pouvons les éliminer. La première étape pour éliminer ces défauts est d'avoir le désir et le courage de le faire. Il est impossible de forcer quelqu'un à abandonner une habitude s'il ne le veut pas. Donc, pour qu'une personne élimine réellement ses défauts de manière définitive, elle doit ressentir le désir de changer, le désir de travailler sur elle-même et de parvenir à sa propre autoréalisation. Alors, si la personne est vraiment intéressée à changer et à sortir de la situation dans laquelle elle se trouve, elle devrait commencer par vous auto-observer, afin de découvrir en vous chacun des désirs et émotions liés à l'alcool ou à la drogue. Rappelons que l'auto-observation consiste à diriger constamment notre attention vers nous-mêmes, afin de découvrir les défauts qui veulent se manifester en nous. Ainsi, la personne doit s'auto-observer à chaque désir que ces défauts lui font ressentir. Elle doit maintenir une vigilance constante pour observer et découvrir chacun de ces désirs, mais aussi les émotions de mécontentement, d'anxiété et de désespoir, que cela lui fait ressentir, et qui la rendent faible, au point de la pousser à consommer. Elle doit aussi observer chacune des justifications pour boire ou consommer de la drogue, telles que « c'est la dernière fois »,« juste une de plus et j'arrête » ou « je vais juste accompagner cette personne, mais je ne vais pas boire ni consommer » ou encore « c'est uniquement pour cette occasion, parce que c'est une occasion spéciale ». Toutes ces justifications, ou n'importe laquelle des milliers que le défaut peut murmurer à notre mental pour que nous cédions et que nous le nourrissions, doivent être éliminées. Et elle doit également observer chacun des actes de mauvaise volonté pour faire ce que le défaut veut. Nous devons rester en alerte pour observer tout cela constamment. Et pour chacune des découvertes qu'ils font grâce à l'auto-observation, ils doivent supplier leur mère divine particulière d'éliminer le détail, le désir, la sensation ou la pensée, en lien avec ces défauts, qui se manifestent à ce moment-là. Nous allons refuser de faire la volonté du défaut. Et si nous refusons de satisfaire le défaut, et que nous réalisons le processus de mort psychologique chaque fois que le désir surgit, alors, dans un laps de temps relativement court, nous commencerons à dominer ce défaut psychologique. Maintenant, si la personne est trop accrochée, si elle sent que le défaut est trop fort, elle peut faire la pratique de négociation avec la loi, que nous avons apprise lors de la dernière conférence, les lois du karma et du dharma. Et dans cette négociation, elle va demander que le défaut soit emprisonné, et elle va s'engager à travailler sur ce défaut avec la mort psychologique chaque jour, jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Et elle peut aussi s'engager à aider les autres, en leur transmettant cette connaissance, afin qu'eux aussi puissent se libérer. Lorsque le défaut est emprisonné intérieurement, il se manifeste dans la personne sous une portion minimale, afin qu'elle puisse travailler dessus. Et au fur et à mesure qu'elle réfléchit, comprend,
élimine et refuse de faire la volonté du moi, elle gagne en force. Alors, une autre portion du défaut est libérée, puis une autre, jusqu'à ce qu'il soit complètement éliminé. Cette pratique est fortement recommandée dans ces cas. Une autre recommandation, et qui me semble très importante, est de sortir du cercle d'amis avec lesquels on a l'habitude de boire ou de consommer des drogues. Car pour éliminer ce défaut, nous aurons besoin de toute notre volonté, et si nous continuons à fréquenter les mêmes lieux, et les mêmes personnes avec lesquelles nous avions l'habitude de consommer, nous serons constamment face à la tentation. Au début, nous pourrions croire que nous serons seuls, mais ce n'est pas réel. En éliminant ces défauts, notre niveau d'être s'élèvera, et donc, par la loi d'affinité, de la même manière qu'auparavant nous attirions des ivrognes et des drogués autour de nous, maintenant nous attirerons des personnes avec une vibration plus élevée. Et quelque chose qui aide beaucoup à détoxifier le corps et régénérer les neurones, ce sont les pratiques des danses des derviches et la pratique de sublimation de l'énergie. Les danses des derviches sont des exercices qui nous aident à décharger et à détoxifier le foie, ainsi qu'à aligner les 3 cerveaux. Nous verrons cette pratique dans des conférences ultérieures. La sublimation de l'énergie est la pratique qui consiste à boucher la narine droite pendant l'inspiration, en imaginant que l'énergie monte depuis la gonade sexuelle droite, comme on le voit dans le schéma, jusqu'au cerveau, puis on expire par la bouche. Ensuite, on bouche la narine gauche, et pendant qu'on inspire, l'énergie monte depuis la gonade gauche jusqu'au cerveau, et on expire par la bouche. Cela se répète pendant un maximum de 10 minutes. Pour tirer le meilleur de ces pratiques, il est bon de les faire tôt le matin, puisque l'air est plus pur. Idéalement, on devrait pouvoir sortir dans un espace ouvert comme un parc, et le faire accompagné de quelqu'un. Et au fur et à mesure que l'on se rétablit, si l'on a un partenaire, il est important de commencer à pratiquer la transmutation sexuelle, pour commencer à régénérer le corps physique avec l'énergie sexuelle, tout en travaillant sur la mort psychologique, en éliminant tous ces détails qui nous ont autrefois asservis. Un autre point très important à comprendre est que, en général, la cause de la chute dans les vices, c'est le loisir. Comme dit le vieux proverbe, le loisir est la mère de tous les vices. Il est donc important d'occuper notre temps avec des choses constructives. L'un des moyens d'entrer dans une occupation illimitée, c'est le sacrifice pour l'humanité. Si la personne qui se régénère aide les autres à éveiller leur conscience, alors par la loi de correspondance, elle aura le droit d'être aidée intérieurement. Et enfin, quelque chose de très important que nous devons faire, c'est méditer sur ses défauts. Ainsi, nous devons consacrer une partie de notre temps quotidien à la méditation réflexive. Tout au long de la journée, nous allons travailler avec la mort psychologique, en éliminant les désirs, les justifications, et la mauvaise volonté, en nous niant ainsi de tomber dans les désirs du défaut. Et aussi, nous allons consacrer quelques heures chaque jour à réfléchir, à méditer sur les différents moments de notre vie où ces défauts se sont manifestés en nous. Ainsi, nous allons apporter à la méditation ces scènes vécues avec ces défauts afin de continuer à en trouver davantage de détails, et nous pouvons approfondir le défaut en nous posant des questions comme: jusqu'où ce défaut m'a-t-il mené? Que ce soit l'alcoolisme ou la drogue. Comment a-t-il endommagé mon corps physique? Comment a-t-il endommagé ma relation avec ma famille, avec mes amis, avec le travail, avec les autres personnes en général? Mais surtout, comment a-t-il endommagé la relation avec mon être intérieur, avec ma conscience? De plus, nous devons réfléchir au nombre de conflits psychologiques que le défaut nous a apportés dans cette existence, et comment il a influencé notre dégénérescence. Nous allons commencer à réfléchir à toutes ces choses afin d'en extraire de plus en plus de détails pour les éliminer, et pour arriver à de plus en plus de compréhension, et avoir plus de force pour affronter ces défauts. Quand une personne prend conscience de tous les dégâts que cela lui a causés, comment cela a endommagé son appareil sexuel, causant de l'impuissance, comment cela a endommagé son corps physique, brûlé ses cellules cérébrales, lui a fait perdre son partenaire, sa famille, etc. Alors, cela lui donne un besoin profond d'éliminer ces défauts de son monde intérieur. Et rappelons-nous que l'important est d'agir dans la vie selon les principes fondamentaux que nous portons au plus profond de l'être. Et ceci conclut la conférence d'aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront utiles. Comme toujours, je vous invite à la prochaine conférence où nous parlerons de la différence entre l'ego, la personnalité et l'essence. Lors de cette conférence,
Vous apprendrez à différencier quand c'est l'ego qui agit en vous, quand c'est la personnalité, et quand l'essence pourrait se manifester en vous. Cela vous aidera beaucoup à améliorer votre capacité d'auto-observation. Ne manquez pas ce sujet intéressant. À la prochaine fois.